Madame la présidente. Bon mercredi. Vous pouvez vous asseoir. Nous débutons avec la rubrique de déclaration de députés. Je cède la parole à Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la présidente, Saint-Jean-sur-Richelieu est en deuil. La communauté artistique et culturelle du Haut-Richelieu pleure M. Gilles Gemme, décédé subitement à l'âge de 77 ans. Homme de lettres et de théâtre, Gilles Gemme avait fait carrière en éducation. Moi, j'ai connu Gilles alors qu'il était encore président de Arto, la coop créative qui, après avoir donné à ses membres une salle d'exposition, il y a une vingtaine d'années, est devenu un formidable moteur culturel et artistique tous azimuts, un peu comme l'était Gilles Gemme lui-même. J'ai eu le plaisir de l'accueillir dans le studio de mon bureau de comté cet été pour souligner son retour à la vie presque normale après plusieurs mois de convalescence pour des chirurgies à la hanche. Il avait tellement un beau sourire, il était beau à voir et à entendre, et tellement plein de vie et de projets. Il va me manquer. En fait, il nous manque déjà. Je vais offrir mes condoléances à toute sa famille, à qui je remettrai cette fin de semaine, à la cérémonie funéraire, à titre posthume, la médaille de l'Assemblée nationale à la mémoire de M. Gilles Gemme. Merci, Monsieur le député. Nous poursuivons avec Monsieur le député de Viau. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, aujourd'hui, je souhaite, dans le cadre des célébrations du mois d'Histoire des Noirs, souligner un des lauréats de ce mois, un des 12 lauréats, M. Paul Livrat. Paul Livrat, d'abord élu commissaire scolaire dans le quartier Saint-Michel à l'âge de 20 ans, c'est un jeune qui prend vite goût à la croissance et au développement de sa collectivité, en s'impliquant dans diverses organisations, dont la Maison d'Haïti, dont la Fondation Didier Drogba à l'international. Il a contribué à l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables. Parmi ses nombreuses implications, il a siégé entre autres sur des tables relatives à la diversité et à l'inclusion. Et aujourd'hui, c'est à titre de directeur général du Centre Lassalien de Saint-Michel qu'il contribue par ses efforts dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre les inégalités sociales. À travers cet hommage que je veux rendre aujourd'hui à Paul Livrat, je veux saluer tous les jeunes partout au Québec qui s'impliquent, qui s'engagent dans leur quartier, dans leur collectivité pour faire avancer leur quartier, leur ville et l'ensemble de la société québécoise. Merci, Paul Livrat. Merci, Monsieur le député. Monsieur le député de Portneuf, la parole est à vous. Madame la Présidente, je voudrais exprimer ma plus profonde solidarité envers les familles et les proches des motoneigistes disparus récemment au lac Saint-Jean. Ce drame nous affecte tous. Il me touche aussi à titre personnel du fait de mes liens avec la France et aussi puisque j'ai hébergé plusieurs de ces motoneigistes dans mon ancienne vie à l'hôtel dont je suis propriétaire. J'ai encore leur visage bien ancré dans ma mémoire, tout comme la jovialité contagieuse de Benoît, leur guide. En tant que responsables politiques, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'une telle tragédie ne se reproduise pas. Nous devons poursuivre nos efforts et encore mieux encadrer la pratique de la motoneige. Je voudrais aussi saluer les efforts incroyables déployés par la Sûreté du Québec et toutes les équipes de secours. Merci à ces femmes et à ces hommes qui travaillent d'arrache-pied dans la vaste opération de recherche qui permettra de faire toute la lumière sur cette tragédie. Au nom de notre gouvernement, j'adresse mes plus sincères condoléances aux familles françaises et à celles de Benoît L'Espérance. Merci, Monsieur le député. Madame la députée de Saint-Laurent, la parole est à vous. Merci. Madame la Présidente, je suis très heureuse de souligner la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se déroule du 2 au 8 février sous le thème « 1 216 791 bonnes raisons de leur dire merci ». Pour une 26e année consécutive, cette semaine nous donne l'occasion de souligner le travail remarquable de ces acteurs incontournables du réseau de l'éducation. Jour après jour, des milliers de femmes et d'hommes offrent non seulement un enseignement de qualité à nos jeunes, mais les accompagnent, les encouragent et les motivent à persévérer. Chaque jour, ils contribuent à la réussite éducative de nos jeunes et de l'avenir de notre société. Merci de nourrir les rêves et ambitions de nos enfants. Merci de les aimer comme vos propres enfants. Merci d'agir non seulement à titre d'enseignant, mais aussi d'agir à titre de confident. Au nom des 1 216 795 élèves sur nos bancs d'école québécoises, un immense merci.
Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Chauveau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je souhaite souligner le travail et l'implication sociale de milliers de personnes. Toutes ces personnes ont une chose en commun, elles sont membres des clubs optimistes. En effet, le premier jeudi du mois de février, c'est la Journée internationale des optimistes qui sont présents un peu partout dans le monde avec près de 3000 clubs, dont 300 au Québec. Si nous les connaissons si bien, c'est grâce à leur grande présence partout au Québec depuis des décennies, mais surtout grâce à leur action bénévole envers de multiples causes et plus particulièrement pour nos jeunes. Vous me permettrez, Madame la Présidente, de rendre un hommage particulier et de remercier spécialement les membres des clubs optimistes faisant partie du comté de Chauveau, celui de Neuchâtel, Lac-Saint-Charles, Saint-Émile et Loretteville, dont je suis membre, pour leur contribution inestimable à notre communauté. Un seul mot à ces gens de cœur, merci. Merci, Monsieur le député. Nous poursuivons avec Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que je tiens ce matin à rendre hommage à une femme exceptionnelle, Lorraine Dessel. Chère Lorraine, pour plus de 20 ans, je te remercie d'avoir siégé au conseil d'administration du Centre Saint-Pierre, à avoir collaboré, contribué, présidé pour faire de cette institution ce qu'elle est aujourd'hui, un lieu de formation hautement reconnu. En mon nom et en celui du conseil d'administration, on te dit merci. Femme de patience, femme de sagesse, femme de cause et d'action, femme de solution, tu sais que tout est possible. Pour ta lucidité, ta force tranquille, pour celle et toute cette force que tu as mise dans le système, pour ta présence et ton engagement, entends ma reconnaissance. Femme de famille, mère et grand-mère, aidante naturelle, marcheuse et amie, récipiendaire d'un doctorat honoris causa de l'Université de la vie, continue de vibrer et surtout, profite de la vie. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Mégantic. Merci, Madame la Présidente. Je veux souligner aujourd'hui le travail de Mme Liliane Gagnon de la ferme Val-Lait à Stoke, qui a été nommée dernièrement agricultrice de l'année 2019 par la Fédération des agricultrices du Québec. Mme Gagnon a reçu son prix à l'occasion du Gala Saturne. Cet événement souligne les compétences, le courage et les réalisations des femmes en agriculture. Liliane Gagnon est devenue éleveuse laitière en 2002, après avoir quitté son emploi d'agronome pour démarrer l'entreprise familiale avec son conjoint. En plus d'occuper les fonctions de présidente de l'exploitation de la ferme Val-Lait, l'entrepreneur s'implique activement dans sa communauté. Elle a entre autres contribué à l'élaboration du plan de développement de la zone agricole de la MRC du Val-Saint-François. Par son dépassement et sa volonté à aller jusqu'au bout de ses rêves, Liliane Gagnon est devenue un modèle de détermination pour toutes les femmes du Québec. Merci. Merci, Monsieur le député. Nous poursuivons avec Monsieur le député de Rousseau. Madame la Présidente, j'aimerais aujourd'hui, par le biais de cette tribune parlementaire, rendre hommage et féliciter chaleureusement une étudiante et une athlète exceptionnelle du Collège Esther Blondin de Saint-Jacques, c'est-à-dire Mademoiselle Ève Gascon. Athlète exceptionnelle, certes, car en plus d'être la première athlète féminine à détenir un poste permanent au sein du circuit midget 3A au Québec à titre de gardienne de but avec le Phoenix du Collège Esther Blondin, Ève a dignement représenté le Canada lors des derniers championnats mondiaux de hockey féminin des moins de 18 ans en Slovaquie il y a de ça quelques semaines. Ève a livré des performances étincelantes, grandioses et dignes des plus grandes athlètes et a permis au Canada de revenir avec la médaille d'argent. Une génération entière de jeunes filles s'est laissée porter par cette intensité, ce désir de performance et cet exemple qu'Ève a démontré tout au long du championnat. Ève, tu es une jeune fille inspirante pour tant d'athlètes. Mais pour nous, tu n'es pas uniquement une gardienne de but, mais une athlète qui fera partie assurément de l'histoire aux côtés des grandes, comme Charline Labonté ou Manon Réaume. De la circonscription de Rousseau, mais de tout le Québec, je te transmets nos plus sincères félicitations, et ce, de la part de milliers de jeunes filles à qui tu as permis de rêver. Merci. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Bourget. Merci, Madame la Présidente.
Il y a dans notre société un certain interdit sur les hommes qui ont besoin d'accompagnement. Heureusement, le Centre NAA vient en aide aux hommes en difficulté ayant vécu des problèmes d'itinérance ou à risque d'itinérance qui peuvent découler de problèmes de santé mentale ou de séparation difficile. Le Centre favorise la réinsertion sociale d'hommes en difficulté en leur offrant les ressources nécessaires pour se prendre en main. L'organisme a également mis sur pied un programme d'aide alimentaire pour les familles, les aînés et les jeunes de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Cette aide permet à plusieurs dizaines de jeunes d'avoir des repas complets. Le Centre NAA fournit également de l'aide vestimentaire et des articles domestiques grâce à un bazar ouvert chaque semaine. Je suis heureux de souligner le 20e anniversaire de cet organisme dont la nécessité est prouvée à chaque année par leurs centaines d'interventions. Bravo au Centre NAA. Merci, Madame la Présidente. En terminant, je cède la parole à Madame la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Alors, permettez-moi de rendre hommage à Hélène Dupont, une femme de cœur, une grande humaniste. C'est avec tristesse que j'ai appris son décès le 10 décembre dernier. Atteinte de cancer, son départ a laissé un grand vide dans la vie de tous ceux qui ont eu le privilège de la côtoyer. Cette année, Hélène aurait célébré ses 30 ans de service au Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption. Les mots sont faibles pour exprimer tout l'amour et l'admiration portés à son égard. L'ayant moi-même connue, d'abord lorsque j'étais étudiante au Cégep, j'ai souvenir d'une femme rassembleuse, drôle et optimiste, une vraie leader appréciée de tous. Passionnée, on ne compte plus les projets qu'elle a mis sur pied au fil des ans. Portée par ses convictions et son amour pour l'autre, elle ne cherchait point la reconnaissance. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, ses nombreux amis, ses collègues de travail qui la porteront à jamais dans leur cœur. Hélène, merci pour tout. Puisse ton œuvre pour Madagascar se perpétuer en ta mémoire. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Ceci met fin à la rubrique de déclaration de députés et je suspends les travaux quelques instants.
Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, bon mercredi à toutes et à tous. Nous allons nous recueillir quelques instants. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle ni présentation de projet de loi. À la rubrique « Dépôt de documents », je dépose une lettre que m'a adressée M. le whip en chef du gouvernement dans laquelle il m'informe de la désignation de Mme Lise Lavallée, députée de Repentigny, pour agir à titre de membre permanent du bureau de l'Assemblée nationale en remplacement de Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, et de la désignation de Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, pour agir à titre de membre suppléant du bureau de l'Assemblée nationale en remplacement de Mme Lise Lavallée, députée de Repentigny. Monsieur le premier vice-président, Madame la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, je parle en son nom. Monsieur le Président, je propose que ces modifications à la composition du bureau de l'Assemblée nationale soient adoptées. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Merci. Je dépose les textes de loi adoptés ainsi que le rapport du mandat d'initiative déposé par les membres de la 28e législature du Forum étudiant, soit la loi sur la reconnaissance des diplômes et des compétences professionnelles au Québec, la loi sur l'instauration d'un cours d'initiation à la politique au niveau de l'enseignement secondaire et le rapport du mandat d'initiative intitulé « L'obsolescence programmée ou planifiée, l'affaire de tous ». Je dépose ensuite les textes de loi adoptés ainsi que le rapport du mandat d'initiative déposé par les membres de la 18e législature du Parlement des jeunes, soit la loi sur la gratuité des moyens de contraception pour les jeunes de 25 ans et moins, la loi encadrant les recharges de cigarettes électroniques et le rapport du mandat d'initiative intitulé « L'obsolescence programmée, l'affaire de tous ». Enfin, je dépose les textes de loi adoptés par les membres de la 70e législature du Parlement jeunesse du Québec, soit la loi sur la réforme du système pénal et carcéral et la loi sur la création d'une bourse des déchets d'activité économique et sur l'écofiscalité. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission. À la rubrique « Dépôt de pétition », Madame la députée de Huntingdon. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 102 pétitionnaires. Désignation citoyennes et citoyens du Québec. Les faits évoqués sont les suivants. Considérant que c'est le 24 juillet 1534 que Jacques Cartier officialise la fondation de la Nouvelle-France, plantant une croix de 30 pieds à Gaspé, revendiquant ainsi la région pour le roi de France. Considérant que le 24 juillet 2034 sera le 500e anniversaire de la fondation de la Nouvelle-France et de la première rencontre de Jacques Cartier avec Donnacona, le chef du village iroquois Stadacone, considérant que les descendants des colons de la Nouvelle-France forment un peuple hétérogène s'étant dispersé au cours des siècles, essentiellement aux États-Unis d'Amérique et au Canada, et qu'ils partagent un bagage générique spécifique, une histoire et une langue commune. Considérant que cet événement marque le début de la présence française en Amérique, qui deviendra, plusieurs siècles plus tard, le ciment social qui liera la société québécoise contemporaine. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec
de consacrer le 24 juillet, journée fériée au Québec en commémoration de la fondation de la Nouvelle-France. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Monsieur le député de Lac-Saint-Jean. Président, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 872 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que plusieurs organes prélevés sur un corps à la suite d'un décès peuvent sauver ou améliorer la vie d'au moins 8 patients et que le prélèvement des tissus peut améliorer la vie d'une 50aine de personnes. Considérant que ceux qui reçoivent un don d'organes ou de tissus peuvent récupérer leur santé et retourner à une vie plus normale plutôt que d'attendre à la maison, affectés par une maladie souvent dégénérative et mortelle. Considérant que les intervenants médicaux et autres professionnels travaillent d'arrache-pied pour maintenir le peu de santé qui reste à leurs patients, pour traiter des épisodes de plus en plus rapprochés de crise et de détérioration de l'état des patients, en attente de l'appel qui les sauverait. Considérant que la pratique du consentement présumé est en vigueur dans de nombreux pays, certains depuis plus de 40 ans, tels que la France, considérant que le consentement présumé peut contribuer à diminuer les listes d'attente de greffe d'organes et de tissus, considérant que la Nouvelle-Écosse vient d'adopter une loi en ce sens, le Bill numéro 133, Human Organ and Tissue Donation Act, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec de modifier le processus de don d'organes et de tissus pour un modèle du consentement présumé, en modifiant notamment l'article 204.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, afin que les personnes décédées soient présumées donneuses d'organes et de tissus, à moins qu'elles n'aient signé un document signifiant leur refus. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Madame la députée de Mercier. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 1044 pétitionnaires désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que plus de 4 millions de Québécois et Québécoises contribuent à la Caisse de dépôt et placement du Québec, considérant que la CDPQ a effectué un prêt à la Banque interaméricaine de développement pour le projet Hydroituango en Colombie et que la Cour suprême de justice de la Colombie a qualifié de crimes contre l'humanité certains événements ayant eu lieu dans la zone rurale de Ituango, considérant que les impacts socio-économiques et environnementaux, notamment le très haut risque d'effondrement du barrage, ont été dénoncés par les communautés reconnues par les autorités colombiennes, considérant que la gravité des risques et des impacts amenés au déplacement forcé de communautés adjacentes au projet, comme l'ont dénoncé les communautés et leurs organisations, considérant que des personnes s'opposant au projet Hydroituango ont été victimes d'assassinats ciblés et de menaces d'après le bureau du médiateur, considérant que la CDPQ a été informée de ces risques et de graves violations de droits humains, considérant qu'avec ce prêt, la CDPQ se place dans une position intenable, considérant que la CDPQ dispose depuis 2004 d'une politique claire en matière d'investissement responsable et aspire à l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses décisions d'investissement, une intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec d'agir pour que la Caisse de dépôt et placement du Québec retire tout financement actuel et futur, crédit accordé au projet Hydroituango en Colombie et à tout autre projet susceptible de violer les droits humains. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est également déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, hier, j'ai questionné le premier ministre sur nos enjeux de santé au Québec. Il est maintenant clair que la ministre a créé de trop grandes attentes. Même le premier ministre était incapable de les combler. Non seulement, Monsieur le Président, le temps d'attente dans nos urgences est en augmentation, mais en plus, l'an dernier, près de 380 000 Québécois, soit plus de 1 000 patients par jour, sont ressortis de l'urgence d'un hôpital sans voir un médecin.
Je cite, entre autres, l'Institut économique qui dit « La période des fêtes a été difficile dans les hôpitaux du Québec. Le taux d'occupation de plusieurs salles d'urgence dépassait les 150 %. Certaines ont atteint les 200 % et un hôpital de Montréal a même affiché un taux de 250 %. Pourtant, Monsieur le Président, dès l'automne, le réseau levait un drapeau rouge lors de la saison de la grippe. Et la seule solution du gouvernement fut de gaspiller des millions sur des cliniques d'hiver mal organisées et dont la majorité de la population ignorait l'existence. Hier, le premier ministre a refusé d'aller de l'avant pour aider nos infirmières. Pour lui, ça ne semble pas prioritaire. Monsieur le Président, le premier ministre approche de la mi-mandat. Il est en poste depuis 2018, mais les urgences débordent plus que jamais. Pourquoi les patients qui attendent tous les jours dans nos urgences devraient vous croire quand vous dites qu'en 2022, ce sera mieux? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on ne réglera jamais le dossier des urgences tant qu'on ne règle pas le dossier des groupes de médecine de famille. On a une situation actuellement où 50 % des patients qui se retrouvent à l'urgence ont des cas mineurs, ce qu'on appelle des P4, P5, qui auraient dû être traités dans des cliniques, soit des CLSC, soit des cliniques privées. Et malheureusement, le soir, la fin de semaine, la première ligne n'est pas disponible à beaucoup d'endroits et les patients sont obligés d'aller à l'urgence. Monsieur le Président, on est pris avec une entente qui a été signée avec la FMOQ où l'ancien gouvernement manquait de courage. L'ancien gouvernement, essentiellement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place une loi 20 en disant aux médecins de famille, je vous donne les clés de l'auto pour 2 ans, réglez vos problèmes et si ça ne marche pas dans 2 ans, il y aura des pénalités. Or, durant 2 ans, il ne s'est à peu près rien passé et on est revenu au point de départ. Monsieur le Président, c'est bien beau de dire qu'il faut déléguer plus d'actes aux infirmières, qu'il faut plus d'infirmières, mais il faut d'abord que les médecins de famille acceptent de déléguer des actes aux infirmières, acceptent de faire des actes par téléphone. Or, actuellement, il n'y a aucun incitatif puisqu'ils sont payés à l'acte. S'ils ne voient pas la personne, ils ne sont pas payés. Donc, on a, Monsieur le Président, un gros chantier devant nous et j'ai confiance à la ministre de la Santé qu'on va l'avancer. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce qu'on appelle la capitation, selon le vérificateur général de l'Ontario, cette capitation, c'est-à-dire la solution du premier ministre, n'améliore pas l'accès aux soins. C'est une chose de parler du salaire des médecins de famille, mais la première ligne dans le domaine de la santé, elle est aussi constituée d'infirmiers et d'infirmières. Et ce qu'elle vous demande, et ce qu'il vous demande, ce sont les projets ratios. Est-ce que le premier ministre compte vraiment faire attendre tout le Québec alors que le besoin des projets ratios Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je pense que tout le monde a compris qu'on est en négociation de convention collective. Donc, le syndicat des infirmières aimerait qu'on mette dans les futures conventions collectives un minimum de postes additionnels. Monsieur le Président, je le répète, on est d'accord pour déléguer plus d'actes aux infirmières, mais faut-il d'abord que les médecins acceptent? Actuellement, le mode de rémunération à l'acte ne permet pas, n'incite pas cette délégation. On a perdu 4 ans au Québec plutôt que de négocier une nouvelle entente avec les médecins de famille. En terminant. On a négocié une vieille entente. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, hier, le député de Jean Talon a même parlé d'infirmières à bout de souffle. Or, selon la Fédération des infirmiers et des infirmières du Québec, l'ensemble des projets ratios a été concluant. Il n'y a pas 1 minute à perdre. Les bilans sont faits. Le constat est là. Tout est déposé. Tout est prêt, mais rien n'avance. Pourquoi le premier ministre n'intervient pas maintenant pour régler la situation? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je vais répéter ce que j'ai dit. Ce n'est pas en mettant plus de monde dans les urgences qu'on va régler le problème des urgences. Il faut agir avant les urgences. Il y a 50 % des personnes dans les urgences
qui n'auraient pas dû aller à l'urgence. Donc, je comprends qu'il y a des médecins et des infirmières qui sont à bout de souffle dans les urgences. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise organisation. Et c'est sûr, Monsieur le Président, que ce n'est pas facile à faire accepter aux médecins de famille, mais on va y arriver. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce que les gens sur le terrain nous disent, c'est deux choses. Un, ça prend plus de monde, et deux, il faut trouver une solution concrète qui permettrait aux infirmiers et aux infirmières d'être moins débordés, moins épuisés et mieux s'occuper des patients. C'est ça, les projets ratios. Pourquoi voulez-vous priver les Québécois d'une solution qui est évidente pour tout le monde? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, si on offre un choix aux médecins de famille, d'un côté, comme l'ancien ministre de la Santé, on leur dit « Vous pouvez travailler 4 ou 5 jours par semaine, de 9 à 5 », ou une autre solution qui est plus difficile, vous allez vous mettre en groupe, une dizaine de médecins, des infirmières, puis vous allez à tour de rôle prendre en charge un certain nombre de patients, incluant le soir, la fin de semaine. C'est assez facile à comprendre que si on offre ce choix, la FMOQ va choisir le premier choix. Mais ça, c'est le choix de la facilité, c'est le choix du gouvernement libéral, un gouvernement de médecins, pas pour les médecins. On a maintenant un gouvernement pour les patients. Question principale. S'il vous plaît, question principale. La parole n'appartient qu'à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la députée. Alors, Monsieur le Président, après plus d'un an, j'ai décidé d'aller voir les résultats de ce gouvernement caquiste d'un point de vue économique. Et selon les informations disponibles, vous savez, les exportations entre 2017 et 2018 ont cru de 6,8 %. Les exportations entre 2017 et 2018 ont cru de 7,7 %. Puis vous savez de combien elles ont cru depuis un an sous le gouvernement caquiste? De 1,3 %. C'est 5 fois moins que ce que l'on avait vu dans les années précédentes, 5 fois moins. Le ministre de l'Économie nous avait promis qu'il allait avoir une explosion. On en voit les résultats. Mais vous savez ce qui va exploser, Monsieur le Président? C'est le ballon gonflable du ministre. C'est Flying Whales qui va exploser, Monsieur le Président. Et la décision qui a été prise illustre bien la manière dont procède le gouvernement. Plusieurs drapeaux rouges, mais c'est pas grave, on fonce tête baissée. Est-ce que le ministre qui dit qu'il a des études peut les déposer en cette Chambre pour rassurer la population? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je comprends très bien l'interpellation. Je pense qu'il faut aussi comprendre que les mesures qu'on met en place vont prendre du temps à se réaliser. On réalise aussi qu'en 2019, il y a eu un contexte un peu spécial, des tensions géopolitiques. On pense évidemment au conflit sino-américain, on pense au ralentissement de la Chine, on pense au problème du Brexit. Alors, je pense qu'il faut contextualiser les chiffres. Effectivement, la hausse des exportations était de 1,3 %. Mais on regarde les programmes qui ont été mis en place depuis quelques mois. Le projet de loi 27 a été approuvé en décembre dernier. M. Bolduc, qui est le président de IQ International, a déjà commencé à travailler avec les délégations à l'international. On a rehaussé l'équipe. On a pris Export Québec, qui était au ministère. On a transféré dans Investissement Québec. Moi, je suis très confiant que selon les critères ou selon l'environnement géopolitique, que nous performons bien. C'est sûr que les chiffres devraient augmenter, mais je pense que de poser une cause à effet sur circonstanciellement ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu simpliste. Soyez toujours attentif et faire attention aux propos que l'on utilise. On n'a pas besoin de ça. Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, en première complémentaire. Pourtant, en Ontario, les choses sont différentes, Monsieur le Président. Alors moi, par rapport au projet, je veux bien croire le ministre sur parole que c'est un bon projet d'investissement, mais ce que je constate, c'est que le premier ministre et le ministre ont été à Davos l'an dernier et qu'ils ont ramené 0 investissement pour le Québec. Ce que je constate, c'est que le premier ministre et le ministre ont été à Davos cette année et qu'ils ont ramené 0 investissement pour le Québec. Hier, le premier ministre disait que les sceptiques allaient être confondus. Ils sont nombreux dans ce projet Flying Whales à vouloir être confondus. Est-ce que le ministre peut déposer les rapports qui montrent que c'est un bon investissement? Monsieur le ministre de l'Économie. On est habitué, Monsieur le Président, sur les libéraux, d'avoir des annonces à Davos, comme beaucoup de gouvernements, puis rien qui arrivait après. La position du gouvernement, c'est de faire des annonces quand les projets sont matérialisés. Donc, Davos, c'est un conduit pour rencontrer des dirigeants importants, ce que nous avons fait, ce que le premier ministre a fait. Si on parle maintenant du ballon dirigeable, je pense que de demander qu'on produise les rapports techniques que nous avons eus depuis 2017, qui ont été produits par le CRIAC, qui ont été produits par Cyrus, qui ont été produits par d'autres organismes, de demander qu'on rende ça public
est manqué de logique, parce que ce sont des données qui sont confidentielles, des données qui sont des secrets industriels. En terminant. Je ne sais pas comment on pourrait, de façon éthique, rendre public ces rapports-là. Je pense que c'est une demande... Deuxième complémentaire, Mme la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Les annonces du gouvernement à Davos que nous avons faites ont au moins fait en sorte que les exportations étaient 5 fois plus élevées en termes de croissance que ce que ce gouvernement a livré. Monsieur le Président, je vais vous citer le ministre. Flying Wells est venu au Québec, pas parce que nous sommes des morons puis qu'on fait des chèques. Ils sont venus au Québec pour notre expertise. Dans le mot expertise, il y a le mot expert. Alors, ce qu'on demande au ministre pour un projet de 30 millions d'argent des contribuables, est-ce qu'il peut nous dire à quel expert il a parlé? Monsieur le ministre de l'Économie. Nous avons probablement au-dessus de 50 experts, encore une fois, et la décision d'investissement qui a été prise par le ministère et par le ministre lui-même avait de substance en arrière. Deuxièmement, si on parle d'exportation, je reviens sur un point important que j'ai oublié de mentionner tantôt. La capacité d'exporter d'une entreprise est fonction de sa compétitivité. Et le constat que nous avons fait en arrivant au pouvoir, c'était désolant de voir la sous-productivité des compagnies québécoises. On change ça en 12 mois? Non, pas de bâton magique. Alors, où on travaille pour l'exportation, c'est en premier lieu d'investir dans nos entreprises pour qu'elles soient compétitives alors qu'elles ne le sont pas. Quand elles le seront, nous pourrons à ce moment-là exporter plus. Alors, je pense qu'il y a une relation cause à effet qui a été mal comprise ici. Question principale. La parole n'appartient qu'au député de Néligan. Monsieur le Président, je vais aider le ministre de l'Économie. On va parler d'investissement. La CAQ s'était vantée d'être le parti de l'économie. On laissait planer que la CAQ allait faire en sorte que le Québec serait plus riche, que les exportations augmenteront de façon importante, que la croissance économique serait plus importante. Or, au niveau de ces deux indicateurs, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Dans les deux cas, on remarque, Monsieur le Président, un recul du Québec, deux faits qui témoignent du mirage économique de la CAQ. La CAQ se vantait aussi d'être en mesure d'accélérer de façon importante les taux d'investissement privé afin de rattraper la productivité ontarienne. Ma question, Monsieur le Président, est très simple au ministre de l'Économie. Est-ce qu'il peut nous affirmer aujourd'hui, informer la Chambre sur l'évolution des investissements privés sous leur gouvernement? Monsieur le ministre de l'Économie. Il y a 2 points, je pense, Monsieur le Président, que j'aimerais souligner. Le premier, c'est le PIB par industrie. Je pense que la croissance du PIB du Québec de janvier à octobre 2019 se situe à 3 %. À ma connaissance, c'est le plus haut taux d'augmentation du Canada. Donc, je pense qu'une base relative, on n'a rien à prendre ici. Sur la base des investissements privés, évidemment, comme le député le sait très bien, ça se mesure très tard parce que les données arrivent un peu quelques mois plus tard. Sauf que je vais lire une note. Là. Selon l'enquête annuelle sur les dépenses en immobilisation et réparation de Statistique Canada, publiée en décembre dernier, les intentions d'investissement des secteurs privés et publics au Québec sont en hausse de 5,7 % pour atteindre 41 milliards, duquel 10,6 % d'augmentation au niveau du secteur privé. Donc, l'intention des dirigeants du Québec, depuis quelques mois, est à la hausse de façon substantielle par rapport à ce qu'il a été dans les années passées. Donc, je pense que le résultat est favorable. La parole n'appartient évidemment qu'au député de Néligan. Votre question, Monsieur le député. Monsieur le Président, je laisse au ministre les intentions, je ramène des faits. Les faits, c'est quoi? Les investissements privés sont passés de 12 % à 6 %. Une chute de 50 % de la croissance de l'investissement. Ça, c'est les faits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'un des problèmes majeurs est la non-disponibilité de la main-d'œuvre. Depuis qu'ils sont au pouvoir, la CAQ n'a offert aucune solution à ce problème. Pire, elle l'a amplifié. Monsieur le ministre de l'Économie. Au niveau de la hausse des investissements privés, comme j'ai dit tantôt, je pense que l'intention est à la hausse. Les programmes sont en place depuis quelques mois. Alors moi, j'ai toute l'assurance que les compagnies québécoises vont être capables d'investir en innovation, ce qui est requis pour être compétitif et pour exporter. La main-d'œuvre, écoutez, j'ai voyagé dans 6 pays depuis le mois de décembre et je dirais que le Québec n'a jamais, ce qu'ils n'ont jamais fait d'ailleurs, le Québec n'a jamais été aussi attractif pour des fins d'investissement étrangers. Les gens, les donneurs d'ordre d'étrangers sont très satisfaits de voir le programme qu'on met en place pour faire l'adéquation entre l'éducation supérieure, par exemple, et avec les besoins d'entreprise. Je pense qu'on va arriver à attirer beaucoup d'investissements. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Selon Desjardins, la rareté de la main-d'œuvre affectera encore la croissance économique de plusieurs régions du Québec en 2020.
Selon la PCHQ, l'industrie de la construction est freinée par la pénurie de main-d'œuvre. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 3 PME sur 4 sont confrontées à la pénurie de main-d'œuvre et la moitié des PME a dû refuser des ventes ou des contrats. Monsieur le Président, la situation est alarmante. Est-ce que le gouvernement caquiste peut arrêter de nuire aux PME et agir enfin? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je suis triste d'écouter les commentaires. Je pense que le député Miligan aurait intérêt à parler aux PME. Je pense que s'il y avait un sondage qui était fait de la part du Parti libéral et aux PME du Québec, ils sont plus confortables aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été. Alors, je pense que le momentum qui existe présentement, autant au niveau des programmes qu'on met en place pour l'investissement en innovation ou en numérisation, les programmes qu'on met en place pour l'intégration de l'immigration, les programmes qu'on met en place pour l'adéquation de l'éducation avec la main-d'œuvre, rendent nos PME excessivement confortables sur ce que le gouvernement fait présentement. Question principale. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Le taux d'occupation moyen dans les urgences est à près de 120 %. Des patients des Laurentides et de la Naudière séjournent plus de 30 heures sur des civières. Les patients sont incapables de prendre rendez-vous dans les cliniques d'hiver. La première ligne, on le sait, est engorgée et le personnel constamment surchargé. Malgré ces promesses, le gouvernement a failli à sa tâche d'améliorer les choses. Hier, la ministre de la Santé a mentionné que l'adoption du projet de loi 31 sur les nouveaux pouvoirs des pharmaciens est une des solutions au débordement des urgences et qu'elle souhaite la collaboration des oppositions. Bien, Monsieur le Président, l'adoption du projet de loi 31 accuse un sérieux retard. Il a été déposé en juin dernier et elle ne peut pas blâmer l'opposition pour ses erreurs. Nous avons collaboré. L'étude détaillée s'est complétée en 3 jours, Monsieur le Président. 3 jours. Tout le processus législatif a été complété, sauf l'adoption finale. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi ce blocage dont elle est la seule responsable? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, à vous la parole. Bien, Monsieur le Président, d'abord et avant tout, je veux dire qu'il y a de multiples solutions aux problèmes d'engorgement des urgences. Et le premier ministre l'a bien indiqué qu'une des solutions, c'est vraiment de faire une réforme en profondeur au niveau de la médecine familiale au Québec. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire, certainement. Et il y a d'autres volets, effectivement. Il y a les infirmières praticiennes spécialisées. Et j'y ai fait référence hier, Monsieur le Président. Nous avons un projet de loi. Et effectivement, nous voulons travailler avec les oppositions au niveau de ce projet de loi qui, je l'espère, va donner le pouvoir aux infirmières praticiennes spécialisées de diagnostiquer des maladies. Alors, c'est un projet de loi fort important, comme celui d'ailleurs qui touche les pharmaciens. Et effectivement, nous sommes aux dernières étapes de ce projet de loi qui est très important et nous le travaillons avec les oppositions. Et effectivement, nous avons l'espoir que les pharmaciens pourront faire des actes additionnels, donner des services additionnels aux citoyens. Premier complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Bien, justement, sur le projet de loi 31 en particulier, la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'est parce que la négociation était interrompue. Les pharmaciens avaient quitté la table de négociation en reprochant à la ministre son incompréhension du dossier et son manque de volonté à faire avancer le processus de négociation. C'était en novembre dernier. Si le projet de loi 31 n'a pas encore été adopté, ce n'est pas la faute des oppositions, ce n'est pas la faute des pharmaciens, c'est la responsabilité de la ministre et ce sont les patients qui en payent le prix. La ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, encore une fois, ça, c'est un changement en profondeur de notre système de santé. Alors, il faut bien le faire, il faut faire les étapes. Les pharmaciens sont à la table de discussion actuellement. J'ai rencontré le président de l'Association québécoise des pharmaciens communautaires et ça va bon train. Alors, Monsieur le Président, c'est un changement important. Les pharmaciens pourraient intervenir au niveau de certaines conditions mineures. Ce serait gratuit pour les citoyens du Québec. Ça n'a jamais été fait. Un changement aussi profond, beaucoup d'accès additionnels pour les citoyens. Deuxième complémentaire, Monsieur le député.
Oui, en fait, elle a au moins mentionné, la ministre, que les oppositions collaborent, c'est un premier gain. Sauf que les résultats n'ont pas été au rendez-vous pendant toute la période des fêtes. On voulait, avec le projet de loi 31, désengorger les urgences, rendre accessibles les soins de santé en pharmacie pour la première ligne. Mais la période de vaccination est passée, évidemment. On n'a pas eu de gain de ce côté-là. La saison de grippe, le pire de la saison est passé sans l'apport des nouveaux actes des pharmaciens. Est-ce qu'elle peut admettre que la cible a été ratée par sa faute? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, moi, je pense que avec tous les volets que je viens de mentionner, ce sera une réforme majeure du système québécois en santé, avec les pharmaciens, avec les infirmières praticiennes spécialisées et avec les médecins de famille. L'accès sera vraiment augmenté et effectivement, on va désengorger les urgences. On veut régler le problème une fois pour toutes, que les personnes, nos citoyens, aient accès à des services de première ligne dans les cliniques, dans les pharmacies, avec les IPS et les professionnels en général. C'est une réforme en profondeur et j'ai confiance qu'on va mener à terme cette réforme. Question principale, Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. C'est le jour de la marmotte. Encore une fois, Bombardier est en difficulté. Encore une fois, le gouvernement est interpellé. Le gouvernement a mis 3,3 milliards dans Bombardier ces dernières années, sans obligation, sans condition, n'importe comment. Quand Alain Bellemare est arrivé en 2015, Bombardier vendait pour 20 milliards, M. Bellemare gagnait 6 millions. Maintenant, Bombardier vend pour 4 milliards de moins, mais M. Bellemare a gagné 14 millions en 2018. C'est comme au golf. Plus ton score est bas, plus tu gagnes. La réalité, la triste réalité, c'est que les contribuables du Québec sont devenus la marge de crédit de la haute direction de Bombardier et on leur doit des comptes, Monsieur le Président. Il est plus que temps qu'on entende M. Bellemare et la haute direction de Bombardier en commission parlementaire. Il est temps qu'on leur demande des comptes. Le ministre de l'Économie est-il prêt à demander à Alain Bellemare de rendre ses comptes? Est-ce qu'il est prêt à faire le bilan des 3,3 milliards qu'on a donnés à Bombardier? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, la revendication du député de Rosemont est justifiée. Je pense qu'effectivement, le gouvernement a mis 1 milliard US dans le C-Series. Le gouvernement a mis, via la Caisse de dépôt, 2 milliards dans le service ferroviaire de Bombardier. Je pense qu'à juste titre, il faut comprendre où est allé l'argent, il faut comprendre ce qui s'est passé. Comme le député est au courant, il y a des transactions qui vont se produire présentement. Il y en a quelques-unes, en fait, qui sont à l'agenda. Et je pense qu'il va être justifié, après les transactions, de bien comprendre le résiduel de Bombardier, ce qu'il va avoir. Qu'est-ce qu'il va avoir? Parce que notre préoccupation, évidemment, sont les emplois rémunérateurs. Il y en a plusieurs. Bombardier est un fleuron québécois, malgré tout. L'A220, je l'ai dit à maintes reprises, c'est un avion extraordinaire pour lequel on va avoir des répercussions importantes au Québec. Mais la population est en droit de comprendre où le milliard va aller, quelle est la valeur du milliard. La population est en droit de comprendre qu'est-ce qui va arriver avec les emplois de la pocatière ou au niveau du Global. Alors, je pense que ça va être une reddition de comptes qui va devoir être faite après les transactions. Je demanderai aux députés d'attendre encore probablement quelques semaines qu'on ait une clarté sur ce qui va se passer. Première complémentaire, Monsieur le député. Je suis d'accord sur une chose, Monsieur le Président. Les travailleurs de Bombardier, c'est la priorité. C'est pour ça qu'il faut entendre leur patron avant de faire un nouveau deal avec eux. Je suis heureux d'entendre le ministre dire qu'il est d'accord pour les entendre. La question, c'est est-ce qu'il va avoir le guts de les convoquer ici, à l'Assemblée nationale, où on a décidé de verser des milliards depuis quelques années à Bombardier. Ici, M. Bellemare, la haute direction de Bombardier, devant les parlementaires, qui représentent l'ensemble des contribuables québécois. Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, du GOTS, j'en ai. Est-ce que la forme suggérée par le député de Rosemont est la bonne forme? J'y pense, que je consulte des experts dans le domaine parlementaire, c'est pas mon expertise, ni mon intérêt. Par contre, je pense que c'est important que le message soit passé. Et je suis d'accord et je m'engage à ce que ce message soit passé. La forme, j'en discuterai avec mes collègues experts parlementaires. Deuxième complémentaire, la parole appartient toujours au député de Rosemont. S'il vous plaît, votre attention à tous. Vous savez ce qu'on dit, Monsieur le Président, ici, avec le consentement, on peut tout faire. Je pense que les Québécois sont tannés de se faire prendre pour des guichets automatiques puis la marge de crédit de Bombardier. On leur doit des comptes à ces gens qui ont payé pour Bombardier. L'an dernier, le ministre des Finances a mis 1 milliard dans une coquille vide servant
à préserver les sièges sociaux. Un an plus tard, on ne sait toujours pas à qui et à quoi ça sert. Est-ce qu'on pourrait finir, un an plus tard, par avoir une réponse à qui et à quoi sert ce milliard? Ministre de l'Économie. Le milliard, il y a plusieurs projets qu'on regarde présentement. Bombardier, milliard, c'est comme par rapport. Bombardier, je le répète, on va faire le bilan de ce qui va être passé, où est l'argent. Le milliard de dollars, on a beaucoup de projets qu'on regarde présentement. On met beaucoup d'emphase sur prendre nos PME québécoises et les rendre plus performantes. Dans certains cas, il y a des compagnies québécoises qui veulent notre support pour faire des acquisitions à l'extérieur, à l'étranger. On fait ça aussi. Alors, je pense que le milliard est bien positionné. On a des compétences chez Investissement Québec qui regardent des projets et on a des compagnies qui viennent nous voir aussi. Alors, je pense que ce côté-là, je pense qu'il est sous contrôle. Encore pour Bombardier, je me répète, on verra en temps et lieu quelle est la situation de Bombardier. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Bonjour, Monsieur le Président. C'est la 26e semaine des enseignantes et des enseignants au Québec. Et dans quelques minutes, le ministre déposera une motion pour leur dire merci. Merci pourquoi? Mais merci de prendre soin tous les jours, matin, midi, soir, d'1 216 791 élèves, de veiller à leur réussite éducative tous les jours. Dire merci, c'est bien, mais poser des gestes concrets, c'est mieux. En 2016, le ministre, qui était alors dans l'opposition, proposait d'ouvrir la loi sur les soins publics et d'inscrire noir sur blanc une belle reconnaissance, de reconnaître leur autonomie professionnelle individuelle, leur jugement et leur expertise. Aujourd'hui, il est ministre. Peut-il passer de la parole aux actes et se donner raison à lui-même et de s'assurer que cette reconnaissance figure désormais dans la loi sur l'instruction publique? Est-il prêt aujourd'hui de passer de la parole aux actes? Monsieur le ministre de l'Éducation. Certainement, Monsieur le Président, qu'on passe de la parole aux actes. Je pense la motion qui s'en vient, on parle de reconnaître le professionnalisme, l'expertise des enseignants. On le fait de plusieurs façons depuis que nous sommes au gouvernement. On le fait en les aidant à aider les élèves. On le fait en les écoutant fréquemment sur plusieurs forums, directement ou à travers leurs leaders syndicaux. Et on va le faire dans notre projet de loi sur l'élimination des postes de commissaires et des élections scolaires, avec notre projet de loi sur la transformation de la gouvernance. D'ailleurs, il y a un amendement qui a déjà, même pas un amendement, un article qui a déjà été adopté qui spécifiquement écrit qu'on reconnaît l'expertise pédagogique des enseignants. Ce n'était pas dans la loi sur l'instruction publique avant, mais ça va faire son entrée quand on pourra enfin sanctionner le projet de loi 40. Ce sera en toutes lettres. On reconnaît aussi maintenant qu'il n'y a que des enseignants qui ne peuvent évaluer des élèves, donc inscrire des notes, des résultats. Ce n'était pas dans la loi sur l'instruction publique, mais ça arrivera à la sanction du projet de loi 40. Et il y a encore bien d'autres gestes qui sont posés dans ce projet de loi et qui seront posés dans le cours du mandat qui vont dans cette direction. Première complémentaire, Madame la députée. Contente d'entendre le ministre qui veut aller plus loin. Le seul hic, c'est qu'en janvier, il a voté contre sa propre proposition. J'ai repris mot pour mot ce que lui avait écrit en 2016. Autonomie professionnelle individuelle, expertise ainsi que jugement des enseignants. C'est un outil essentiel qu'il lui-même a jugé essentiel pour la réussite éducative de nos enfants. Quand j'entends le ministre, j'ai la chanson dans ma tête qui roule. Encore des mots, toujours les mêmes mots qui sonnent faux, tellement faux que j'ai des milliers d'enseignants qui disent « Vous ne nous dites pas la vérité ». Je vous demanderai d'être prudent dans ces notions. Vous le savez fort bien, merci, Monsieur le leader du gouvernement. Je pense que c'est très clair. Madame la députée, je vous demanderai d'éviter de faire attention à ces propos, de ne pas dire la vérité, le mensonge, etc. Soyons prudents. Monsieur le ministre de l'Éducation, en réponse, s'il vous plaît, prenez compte tout le monde de ces motions. Oui, travaillons ensemble pour mieux reconnaître nos enseignants. D'ailleurs, il y a un autre, on parle des articles par article, on en parle ici. Il y a un autre article qui vient consacrer cette reconnaissance parce que c'est un peu technique, mais quand on parle de redoublement, quand on parle d'élèves qui doivent malheureusement, parce qu'ils ont des difficultés, rester une année de plus, bien, en ce moment, dans la loi, on n'est pas obligé de consulter les enseignants pour prendre cette décision hautement pédagogique. Est-ce qu'on permet à l'élève de poursuivre ou pas? Imaginez, on n'est même pas obligé de demander aux enseignants ce qu'ils en pensent. Avec le projet de loi 40, pour la première fois, et grâce à nous, on les questionnera parce que ce sont eux les experts en pédagogie. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Bon, s'il ne veut pas écouter les oppositions, soit.
S'il ne veut pas écouter les parents, soit. S'il ne veut pas écouter les enseignants, ça commence à faire pas mal de monde qu'on n'écoute pas. Surtout quand on arrête de s'écouter soi-même. Le ministre a voté contre sa propre proposition. Est-ce qu'aujourd'hui, veut-il vraiment reconnaître les enseignants? Adoptons cette disposition qu'il a écrite lui-même. S'il vous plaît, et je dépose, Monsieur le Président, la clé USB avec des milliers d'enseignants qui vous demandent enfin de la reconnaissance. Et c'est la bonne journée et la bonne semaine pour le faire. Consentement pour le dépôt. Consentement. Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci bien, Monsieur le Président. Écoutez, lundi dernier, il y a quelques jours, je suis allé dîner, comme je le fais très souvent, avec une équipe école. Une grande majorité d'enseignants, mais il y avait aussi techniciens en éducation spécialisée, enseignantes, personnel, cadre de la commission scolaire, direction d'école. Et de quoi m'ont parlé les enseignants? Bien, ils m'ont dit qu'ils étaient tannés de la pénurie de locaux. Ils étaient contents de voir que notre gouvernement les avait entendus et qu'on allait construire et agrandir des écoles parce que c'est triste de ne plus avoir de local de musique, de ne plus avoir de local pour le psychologue, le psychoéducateur. Donc, enfin, ils avaient été entendus. Ils nous ont dit qu'ils voulaient qu'on revoie le programme au préscolaire, que le programme actuel n'était pas bon, qu'ils étaient contents qu'on travaille ensemble sur un vrai programme cycle, maternelle 4 ans, 5 ans. Ils nous ont dit qu'ils étaient contents et qu'ils en voulaient encore plus des professionnels pour donner des services directs aux élèves. Donc, on les entend, on ne fait pas juste les entendre, on répond à leurs demandes. Question principale. Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça fait 3 mois que les citoyens de Trois-Pistoles et des Escoumins marchent dans la rue et qu'ils attendent que le gouvernement investisse 5 millions pour réparer le traversier Héritage 1. Un traversier fiable qui a donné de fiers services à la STQ pendant que le FA Gautier était sur les blocs, l'Apollo était donné pour être coulé dans le fleuve, puis le CRMA était acquis à cause des conditions météorologiques, Monsieur le Président. On sait que c'est important pour le gouvernement de relier 2 centres-villes. Mais vous savez quoi? C'est la même chose pour Trois-Pistoles et les Escoumins. Au nord, on a les Escoumins et au sud, on a Trois-Pistoles. C'est 39 000 utilisateurs par année, des retombées économiques de 5 millions. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement refuse d'investir 5 millions dans un lien aussi important pour notre région. Alors, ma question au ministre des Transports, pourquoi attendez-vous pour la réparation de l'héritage pour la saison de 2020? Monsieur le ministre des Transports. Parce que, Monsieur le Président, initialement, les informations que j'ai obtenues, premièrement, c'est une desserte qui n'appartient pas à la STQ, c'est une corporation qui gère ça. C'est un bateau qui a 46 ans d'âge. Les réparations de ce bateau étaient estimées à 4,9 millions de dollars et les frais de contingence, les surplus additionnels pour réparer ce bateau qui sont possibles dus au bateau et à son âge, sont évalués à 1,5 jusqu'à 2 millions de dollars. J'ai demandé des garanties additionnelles à la corporation pour être capable d'avoir tous les éléments financiers en main, d'être capable de revoir la décision, s'il le faut, dans les prochains jours, et encore une fois, de s'assurer qu'on puisse donner une desserte l'été prochain à la corporation et aux gens qui l'utilisent. Donc, encore une fois, on a obtenu toutes les informations qu'on souhaitait avec la corporation. On va étudier ça et dans les prochaines semaines, je pourrai donner une décision finale. Première complémentaire, Monsieur le leader du troisième groupe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le député de Rivière-du-Loup, Témiscouata, a promis à sa circonscription une décision serait rendue le 31 janvier. Finalement, Monsieur le Président, on n'a pas d'annonce encore. Ce traversier est crucial pour relier les deux rives. On y va de la vitalité des communautés de Trois-Pistoles et des Escoumins. Ce lien est connu, il est reconnu, il relie 2 centres-villes, on connaît les coûts, alors pourquoi ne pas aller de l'avant dès maintenant? Monsieur le ministre des Transports. Il y a des étapes à franchir, Monsieur le Président. Encore une fois, je le mentionne, c'est un bateau qui a un certain nombre d'années, qui a des réparations importantes à faire. Est-ce que, suite à ces réparations, on pouvait avoir la certitude de la durée de vie de ce bateau? J'en ai eu des informations additionnelles. On va colliger tout ça. Et dans les prochains jours, sinon les prochaines semaines, on prendra une décision finale si oui ou non nous allons supporter la corporation dans cette région. Merci. Deuxième complémentaire, la parole appartient à vous, Monsieur le leader du troisième groupe. Monsieur le Président, on a plus de précautions pour Trois-Pistoles et les Escoumins plutôt que le troisième lien du côté de Québec et Lévis. Le bateau, là, on le sait, si on met 5 millions, on a 20 ans d'années supplémentaires.
On connaît les coûts, puis s'il y a des dépassements de coûts, la communauté va mettre le million supplémentaire pour s'assurer que ce bateau-là soit fiable pour plusieurs années. On connaît l'endroit, on connaît l'impact, bref, on sait ce qu'on s'en va. Pourquoi ne pas y aller de l'avant tout de suite? Il me semble que c'est clair. La ligne est déjà tracée, elle existe, elle n'est pas fictive. Monsieur le ministre des Transports. Il vient justement, le député, Monsieur le Président, de répondre à une de nos inquiétudes. La corporation disait initialement, on va peut-être mettre 500 000 $, mais les estimés nous démontraient qu'il pourrait y avoir des réparations additionnelles beaucoup plus élevées. Ce sont ces garanties financières que j'ai demandées à la corporation. Des informations additionnelles pour être capable de prendre la meilleure des décisions. Je le sais, je suis sensible à cette situation et, encore une fois, aux gens qui désirent avoir cette traverse l'été prochain. On va prendre la meilleure des décisions dans les prochains jours, sinon les prochaines semaines, mais très rapidement. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, on a un ministre des Transports qui dit bien des choses, mais rarement il répond aux questions. Il vient nous dire que les informations, c'est important. C'est drôle, c'est ça qu'on demande sur le troisième lien. On les a jamais. Un matin, je vais lui poser des questions sur ce qu'il pense. Alors, j'imagine qu'il sait ce qu'il pense et qu'il va peut-être pouvoir répondre à nos questions. Il a dit en répétition que son défi était de changer le comportement des automobilistes pour qu'ils laissent leur auto à la maison au profit du transport en commun. C'est une bonne idée. Il a aussi dit à répétition que ça prend des conditions, coût, durée, confort pour le transport en commun pour arriver là. C'est vrai. Mais il a aussi dit ce que je considère être une arme de persuasion massive qui va utiliser un nouvel outil, la gestion dynamique des voies. Monsieur le Président, gestion dynamique des voies, ça veut dire contrainte. Ça veut dire qu'on ne rentre pas librement dans le tunnel. Alors, est-ce que le ministre peut nous dire aujourd'hui combien de voies il souhaite voir dans le tunnel et quelles sont les contraintes Monsieur le ministre des Transports, vous seul avez la parole. Ah, Monsieur le Président, je sais que le député de Lapinière a très, très hâte d'avoir toutes les informations. La Ville de Québec, la Ville de Lévis, tous les maires concernés, les élus concernés ont très hâte d'avoir ces informations. Quelle forme prendra le tunnel? Combien de voies? Il y a une chose, une certitude, c'est qu'il y aura une voie réservée, une place plus importante pour le transport en commun. Je suis content minimalement de voir le député de Lapinière se lever ce matin et dire que c'est une bonne idée d'accentuer le transport collectif dans ce tunnel qui va se connecter avec le réseau de transport de la Ville de Lévis et le réseau structurant de la Ville de Québec avec plusieurs stations dans le tunnel. Oui, le désir, et je n'ai pas la prétention de dire que tous les automobilistes vont laisser l'auto à la maison, mais une offre additionnelle pour répondre de durée, coût, confort, c'est mon défi. Ça devrait être votre défi. Ça devrait être le défi de Québec solidaire et du Parti québécois et d'amener les gens le plus possible à laisser une deuxième voiture à la maison et de prendre le transport en commun dans le futur. Première complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il pense. Ce matin, je viens de mettre en ligne à l'instant des extraits d'une présentation de son ministère sur la gestion dynamique des voies, noir sur blanc. La gestion dynamique des voies, ce sont des contraintes qui visent à diminuer, voire éradiquer l'auto solo, voies réservées au covoiturage, voies réservées au camionnage. C'est ça que le ministre veut faire. Est-ce qu'il peut nous dire que c'est ça, sa gestion dynamique des voies? Que le ministre des Transports... Je ne sais pas si le député de Lapinière veut faire une bataille contre l'automobile, mais pas moi. Pas moi. Le transport en commun et l'automobile peuvent très bien cohabiter dans le futur tunnel. Oui, la gestion dynamique des voies, il en existe partout dans le monde. Est-ce qu'on va l'étudier? Assurément. Assurément. Pour avoir le meilleur portrait, encore une fois, et être capable de dire aux automobilistes que oui, ils auront accès à ce tunnel, les camionneurs aussi. Mais au bout de tout ça, Monsieur le Président, l'important, c'est d'accentuer le transport collectif. Je me réjouis de voir que le député de Lapinière, au moins ce matin, nous dit que c'est une bonne idée d'accentuer le transport collectif dans le tunnel Québec-Lévis. Deuxième complémentaire, Monsieur le député, une somme attentive aux réponses et aux questions. Monsieur le Président, la gestion dynamique des voies, il y a aussi le péage, même des variations de péage, péage en continu, péage aux heures de pointe, péage par type de véhicule. Le ministère évoque même le péage par voie. Imaginons cette hypothèse, 2 voies, à gauche, on paye, à droite, covoiturage, plus d'auto solo. Est-ce que c'est ça, Monsieur le Président, que le ministre veut faire? Technologiquement, c'est faisable. Il pense quoi, le ministre? Va-t-il dire la vérité une fois pour toutes? S'il vous plaît, encore une fois, non, je l'ai dit. Non, je pense que c'est clair. D'ailleurs, je l'ai dit il y a un instant. Sur ce terme-là, vous le savez, Monsieur le député de Lapinière,
ces propos-là, on ne joue pas avec la vérité. Soyez prudents sur ces propos. Je pense qu'on l'a relevé déjà une fois. C'est la deuxième fois que je le mentionne également. La réponse, s'il vous plaît, du ministre des Transports. C'est à toi, François. Ouais. Député de Lapinière, Monsieur le Président, lance encore une fois des idées en l'air. Joue au gérant d'estrade. Essaie de simuler des idées, de quelle forme le tunnel prendra, est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça. Plus tôt que tard, je vous donnerai toutes les informations, Monsieur le député de Lapinière, aux élus, aux Québécois qui sont intéressés par ce projet. Mais admettez que cela change la donne. Ce nouveau tracé est bien accueilli par le maire de Québec, le maire de Lévis, les maires en périphérie. On va travailler ensemble pour offrir le meilleur projet aux gens de l'Est du Québec, à la Ville de Québec et aux gens de Lévis. C'est ça notre défi. Question principale, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, la croissance économique exceptionnelle des dernières années semble vouloir s'essouffler, bien que les risques de récession à court terme soient bas. La situation actuelle, donc, semble favorable à la croissance des dépenses. Toutefois, ces dépenses doivent être arrimées avec les revenus nécessaires pour maintenir l'équilibre à moyen terme. Le dernier rapport mensuel nous dit que la croissance des revenus autonomes du gouvernement, cette année, va augmenter de 2,5 %, pendant que les dépenses des portefeuilles vont augmenter de 5,7 %, plus que le double. Ce que nous constatons donc, c'est que la croissance des dépenses de ce gouvernement est systématiquement supérieure à celle des revenus. Et cela met à risque l'équilibre à moyen terme. Alors, est-ce que le ministre peut s'engager ici, aujourd'hui, à ce que dès le prochain budget, la croissance des dépenses et des revenus soit mieux Monsieur arrimée? le ministre des Finances. Merci pour la question. En fait, je suis vraiment content d'avoir une question. Alors, je vais vous expliquer pourquoi les revenus croissent moins vite que le PIB nominal, parce que c'est directement corrélé. La performance du Québec, cette année, est exceptionnelle. Effectivement, lors de la dernière mise à jour, nous avons souligné que le PIB devrait croître de 2,4 %. Mais après 10 mois, nous avons touché la barre incroyable de 3 %, 2 fois la croissance du Canada, Monsieur le Président. Alors, lorsqu'on tente, précédemment, on parlait de performance relative, la performance du Québec est remarquable. La raison que les revenus croissent seulement à 2,5 %, c'est très simple. Nous avons remis de l'argent dans les poches des contribuables québécois, Monsieur le Président. Bravo. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'au député de Robert Baldwin. Et ça, c'est récurrent, ces baisses-là. Donc, le niveau de dépenses continuera d'augmenter dans les prochaines années, notamment en raison du vieillissement de la population. Ça, c'est une situation qui est connue et qui est inévitable. Cela met à risque l'équilibre budgétaire pour les prochaines générations. C'est d'ailleurs ce que Force Jeunesse défend depuis longtemps. Question, est-ce que le ministre et la CAQ vont couper les dépenses ou augmenter les taxes? Le ministre des Finances. Bien, Monsieur le Président, nous sommes... Attends, excusez-moi. Nous sommes bien conscients du vieillissement de la population. C'est déjà présent. Nous sommes la société en Amérique du Nord qui est la plus vieillissante. Alors, nous sommes déjà dans ce phénomène et nous en tenons compte dans toutes nos prévisions à long terme. Et j'aimerais rassurer tous que la saine gestion des finances publiques a toujours été et sera toujours une priorité de ce gouvernement. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Très bien, Monsieur le Président. C'est le ministre lui-même qui disait en campagne électorale, il a répété souvent, que l'objectif de la CAQ, c'est que l'économie devrait surperformer. Les dernières données rendues disponibles par son propre ministère nous disent que l'économie du Québec va ralentir au cours des prochaines années, va ralentir. Comment le ministre compte-t-il compenser cet éventuel ralentissement des revenus et maintenir l'équilibre budgétaire? Les finances, s'il vous plaît. Bien, en fait, Monsieur le Président, on a eu plusieurs fois ces discussions en Chambre. J'aimerais rappeler à tous que l'économie mondiale, c'est corrélé. Alors, lorsque l'économie mondiale ralentit, l'Amérique du Nord ralentit, le Canada, le Québec. Alors, effectivement, pour 2020, il est prévu
partout dans le monde que la croissance sera légèrement inférieure à 2019. On ne parle pas de ralentissement, mais bien d'une modération. Les finances publiques, nous tenons compte des perspectives à long terme. Nous avons une gestion responsable et oui, le PIB nominal est le guide, le potentiel du Québec est le guide pour la croissance des revenus et des dépenses à long terme. Question principale, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur le Président, le 1er novembre dernier, le gouvernement a annoncé par communiqué que la fonderie Hearne s'engageait à atteindre la norme québécoise d'émissions d'arsenic dans l'air à Rouyn-Noranda. Après des mois d'attente, on pensait qu'on allait enfin souffler. Mais quand la fonderie a déposé son plan, le 15 décembre, on a eu toute une surprise. Le plan ne mentionne même pas l'atteinte de la norme québécoise. Soit la fonderie se moque du ministre, soit le ministre abandonne les gens de Rouyn-Noranda. Est-ce qu'ils pensent, comme la fonderie, qu'appliquer nos normes québécoises, c'est pas sérieux? Que les recommandations de la direction de la santé publique, c'est pas sérieux? Ça fait 10 semaines qu'on attend que le ministre de l'Environnement réagisse au plan. Un plan qui ne respecte pas les engagements de la fonderie. Hier, j'ai déposé 2 pétitions. Plus de 10 % de la population adulte de Rouyn-Noranda l'a signé. Les gens veulent savoir. Est-ce que le ministre de l'Environnement va faire son travail de ministre et exiger que la fonderie Hearne respecte Monsieur le les normes ministre du Québec? de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Merci à la collègue pour la question très pertinente. Effectivement, nous avons reçu le rapport dans les délais prescrits, soit en décembre dernier. La collègue n'est pas sans savoir qu'un comité ministériel a été mis en place impliquant mes collègues, naturellement, à la santé publique, mais également au niveau de l'économie et développement économique régional qui sont mobilisés. Donc, l'étude se poursuit. Ce n'est pas simple. C'est une situation qui prévaut depuis plus de 30 ans dans la région de Rouyn-Noranda. Donc, sous peu, on pourra laisser savoir quelles sont les orientations, quelles sont les orientations de ce comité ministériel. Et la municipalité, bien au fait de nos démarches, elle est rassurée par nos démarches. On ne peut pas prendre ce type de décision-là à la légère. On parle de la santé publique, qui est notre principale préoccupation, mais on parle également de la survie d'une ville, on parle de la survie d'une région. Donc, il y a énormément d'éléments à prendre en considération et sous peu, avec le travail de mes collègues, on pourra laisser savoir quelle sera la suite des choses. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à toutes et à tous. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique des motions sans préavis. Alors, en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du groupe formant l'opposition officielle, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Taschereau, le chef de troisième groupe d'opposition, le député de Chomedey et la députée de Marie-Victorin. Considérant que la langue française est la langue officielle du Québec et qu'elle est le principal fil conducteur unissant tous les Québécois de toute origine, considérant que la langue française est la langue de notre vivre ensemble, car elle nous permet de travailler, d'échanger et d'exprimer notre culture, considérant que la langue commune est une source de fierté pour tous les Québécois, considérant qu'encore aujourd'hui, les Québécois ne se sentent malheureusement pas assez confiants dans l'usage de la langue officielle pour réussir à s'épanouir et contribuer pleinement au développement social et économique du Québec, considérant que les Québécois d'expression anglaise sont, en outre, surreprésentés au sein de la fonction publique québécoise, considérant que tous ont droit d'apprendre la langue française, d'améliorer sa diction ou encore de peaufiner la qualité de son écrit, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement caquiste d'appeler à l'étude du projet de loi numéro 590, qui vise à inclure dans la Charte de la langue française le droit d'avoir accès à des cours de français gratuitement pour tous les Québécois, et ce, d'ici la fin de la présente session parlementaire. Bravo.
Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader du gouvernement? Il n'y a pas de consentement. Comme il n'y a pas de consentement, je vais céder maintenant la parole à un membre du deuxième groupe d'opposition, Madame la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Je demande le consentement de la Chambre pour débattre de la motion suivante conjointement avec la députée de Maurice Richard, le député de Jonquière, le député de Chamédé et la députée de Marie-Victorin. Que l'Assemblée nationale prenne acte de la crise du recyclage qui perdure depuis une dizaine d'années au Québec et qui a réellement atteint un niveau critique. Qu'elle affirme l'importance de sortir rapidement de cette crise en identifiant ses causes profondes, que l'Assemblée nationale mandate la Commission des transports et de l'environnement de convoquer la PDG de Recyc Québec afin que les députés puissent questionner celle-ci sur le rôle de la société d'État et faire toute la lumière sur cette crise. Merci. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader du gouvernement? Il n'y a pas de consentement. Comme il n'y a pas de consentement, je suis prête à reconnaître un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député de Bonaventure. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, la députée de Maurice-Richard, le député de Hochelaga-Maisonneuve, le député de Chamédé et la députée de Marie-Victorin, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale réaffirme le droit de manifester librement dans l'espace public, qu'elle dénonce toutes les intrusions illégales et le vandalisme commis sur la propriété privée de producteurs agricoles et de restaurateurs. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader du gouvernement? Consentement sans débat. Alors, cette motion est-elle adoptée? Monsieur le leader, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition? Je demanderai le vote par appel nominal, Madame la Présidente. Alors, on nous demande un vote par appel nominal. Que les députés qui sont en faveur de cette motion veuillent bien se lever. M. Birubé Matane Matapédia, M. Ouellette René Lévesque, M. Lebel Rimouski, Mme Richard Duplessis, Mme Yvon Joliette, M. Godreau Jonquière, M. Roy Bonaventure, M. Arsenault Île-de-la-Madeleine, Mme Perry Melançon Gaspé, M. Jean Barrette Bordua, M. Laframboise Blainville, Mme Damour Mirabel, Mme Chassé-Châteauguay, M. Girard Groux, Mme McCann Sanguinet, M. Fitzgibbon Terrebonne, Mme Roy-Montarville, M. Lemay-Masson, M. Simard Montmorency, M. Martel Nicolet Bécancourt, M. Robert Chambly, Mme Lebel Champlain, M. Bonardel Granby, M. Lévesque Chauveau, Mme Lachance Bellechasse, M. Charette de Montagne, M. Lamontagne Johnson, M. Carman Taillon, Mme Blais-Prévost, M. Caire Lapelleterie, M. Lefebvre-Tabasca, M. Dubé-Laprairie, Mme Laforêt-Chicoutimi, Mme Rouleau-Pointe-aux-Trembles, M. Skeet Sainte-Rose, Mme Sanson-Iberville, Mme Hébert-Saint-François, M. Dufour-Abitibi-Est, M. Lacombe-Papineau, Mme Proux-Berthier, Mme Charette-Brom-Missisquoi, M. Schneeberger-Drummond-Boisfranc, Mme Giraud-Bertrand, M. Julien Charlebourg, Mme Proucaud-du-Sud, M. Lafrenière-Vachon, M. Poulain-Beau-Sud, M. Aymon-Richelieu, M. Bachand-Richemont, Mme Isabelle Huntingdon, M. Chassin-Saint-Jérôme, Mme Foster Charlevoix-Côte-de-Beaupré, M. Bélanger-Harford, Mme Picard-Soulanges, Mme Jeannotte Labelle, M. Tardy, Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Asselin-Vanier-les-Rivières, M. Reid-Beauharnois, Mme Dansereau-Verchères, M. Lévesque-Chapelot, M. Toin-Rousseau, M. Tremblay-Dubuc, Mme Blais-Abitibi-Ouest, M. Camp, Mme Saint-Maurice, M. Caron-Portneuf, Mme Grondin-Argenteuil, Mme Boutin-Jean-Talon, M. Girard-Lac-Saint-Jean, Mme Lecourt-les-Plaines, M. Lemieux-Saint-Jean, Mme Lecourt-Lobignan-Frontenac, M. Lamotte-Gava, M. Bussière-Gatineau, M. Allaire-Masquinongé, Mme Guillemette-Robertval, M. Provençal-Beauce-Nord, M. Jacques-Mégantic, M. Arcand-Mont-Royal-Outremont, M. Tanguay-Lafontaine, M. Létard-Robert Baldwin, M. Barrette-Lapinière, Mme Thériault-Anjou-Gouriel, M. Birnbaum-Darcy-Megui, Mme Saint-Pierre-Acadie, Mme Veil Notre-Dame-de-Grâce, M. Roussel-Vimont, Mme Montpetit-Maurice-Richard, Mme Melançon-Verdun, Mme Ménard-Laporte, Mme Anglade-Saint-Henri-Sainte-Anne, M. Fortin-Pontiac, Mme Nichols-Vaudreuil, Mme Charbonneau-Mélile, Mme Robitaille-Bourassa-Sauvé, M. Kelly-Jacques-Cartier, Mme Macron-Westmount-Saint-Louis, M. Benjamin Viau, M. Desragines-Ligan, M. Paulo Laval-des-Rapides, Mme Sauvé-Fabre, Mme Risky-Saint-Laurent, M. Chicone-Marquette, Mme Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques, M. Nadeau-Dubois-Gouin, Mme Lessard-Terrien, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Zanetti-Jean-Lesage, Mme Labrie-Sherbrooke, Mme Gazal-Mercier, M. Marissal-Rosemont, Mme Dorion-Tachereau, M. Leduc-Hochelaga-Maisonneuve, M. Fontessia-Laurier-Dorion, M. Ouellette-Chamédé, Mme Fournier-Marie-Victorin. Que les députés qui sont contre cette motion veuillent bien se lever. Est-ce qu'il y a des abstentions? Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote. Pour 115, contre aucune abstention. Alors, cette motion est adoptée à l'unanimité. Maintenant, je suis prête à reconnaître un membre formant le gouvernement.
Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec la députée de Saint-Laurent, la députée de Sherbrooke, la députée de Joliette, le député de Chemédé et la députée de Marie-Victorin. Que l'Assemblée nationale souligne la 26e édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se déroule du 2 au 8 février 2020, sous le thème « 1 216 791 bonnes raisons de leur dire merci ». Qu'elles reconnaissent que leur professionnalisme et leur expertise, avec le soutien de toute l'équipe école, permettent de faire du réseau de l'éducation du Québec l'un des meilleurs au monde. Qu'elle joigne sa voix à la mienne pour dire merci au nom des 1 216 791 jeunes du réseau scolaire. Qu'elle invite les citoyens à remercier les membres du personnel enseignant dans leur entourage pour leur important travail afin que nos enfants puissent développer leur plein potentiel. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Madame la Présidente, oui, nous aimerions effectivement, c'est tellement important, nos enseignants, Madame la Présidente, nous aimerions débattre de cette motion, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader du gouvernement. Il y a consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Monsieur le leader du gouvernement, de l'opposition officielle? Pas de suite. Vote nominal, Madame la Présidente. Oui. Alors, nous allons procéder au vote de cette présente motion. Que les députés qui sont en faveur de cette motion veuillent bien se lever. Monsieur Jolin Barrette-Bordua, Monsieur Laframboise-Blainville, Madame Damour-Mirabel, Madame Chassé-Châteauguay, Monsieur Gérard Groux, Madame McCann-Sanguinet, Monsieur Fitzgibbon-Terrebonne, Madame Roy-Montarville, Monsieur Lemay-Masson, Monsieur Simard-Montmorency, Monsieur Martel-Nicolet-Bécancourt, Monsieur Roberge-Chambly. Madame Lebel-Champlain, Monsieur Bonardel-Granby, Monsieur Lévesque-Chauveau, Madame Lachance-Bellechasse, Monsieur Charette-de-Montagne, Monsieur Lamontagne-Johnson, Monsieur Carman-Taillon, Madame Blais-Prévost, Monsieur Kerr-Lapelleterie, Monsieur Lefebvre-Tabasca, Monsieur Dubé-Laprairie, Madame Laforêt-Chicoutimi, Madame Rouleau-Pointe-aux-Trembles, Monsieur Skeet-Sainte-Rose, Madame Sanson-Iberville, Madame Hébert-Saint-François, Monsieur Dufour-Abitibi-Est, Monsieur Lacombe-Papineau, Madame Proubertier, Madame Charret-Bron-Missisquoi, Monsieur Schneeberger-Drummond-Boisfranc, Madame Giraud-Bertrand, Monsieur Julien-Charlebourg, Madame Proucaud-du-Sud, Monsieur Lafrenière-Vachon, Monsieur Poulain-Beau-Sud, Monsieur Aymon-Richelieu, Monsieur Bachand-Richemont, Madame Isabelle Huntingdon, Monsieur Chassin-Saint-Jérôme, Madame Foster Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Monsieur Bélanger-Harford, Madame Picard-Soulanges, Madame Jeannotte Labelle, Monsieur Tardy Rivière-du-Loup-Témiscouata, Monsieur Asselin-Vanier-les-Rivières, Monsieur Reed-Beauharnois, Madame Dansereau-Verchères, Monsieur Lévesque-Chapelot, Monsieur Toin-Rousseau, Monsieur Tremblay-Dubuc, Madame Blais-Abitibi-Ouest, Monsieur Campeau-Bourget, Madame Tardy-La-Violette-Saint-Maurice, Monsieur Caron-Portneuf, Madame Gronet-Argenteuil, Madame Boutin-Jean-Talon, Monsieur Girard-Lac-Saint-Jean, Madame Lecourt-les-Plaines, Monsieur Lemieux-Saint-Jean, Madame Lecourt-Lebignan-Frontenac, Monsieur Lamotte-Angava, Monsieur Bussière-Gatineau, Monsieur Allaire-Masquinongé, Madame Guillemette-Robertval, Monsieur Provençal-Beauce-Nord, Monsieur Jacques Mégantic, Monsieur Arcan-Mont-Royal-Outremont, Monsieur Tanguay-Lafontaine, Monsieur Létard-Robert Baldwin, Monsieur Barrette-Lapinière, Madame Thériault-Anjou-Louis-Riel, Monsieur Birnbaum-Darcy-Meggie, Madame Saint-Pierre-Acadie, Madame Veil-Notre-Dame-de-Grâce, Monsieur Roussel-Vimont, Madame Montpetit-Maurice Richard, Madame Melançon-Verdun, Madame Ménard-Laporte, Madame Anglade-Saint-Henri-Sainte-Anne, Monsieur Fortin-Pontiac, Madame Nichols-Vaudreuil, Madame Charbonneau-Mélile, Madame Robitaille-Bourassa-Sauvé, Monsieur Kelly-Jacques-Cartier, Madame Macron-Westmont-Saint-Louis, Monsieur Benjamin Viault, Monsieur Desragines-Eligan, Monsieur Paulo Laval-des-Rapides, Madame Sauvé-Fabre, Madame Risky-Saint-Laurent, Monsieur Chiconé-Marquette, Madame Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques, Monsieur Nadeau-Dubois-Gouin, Madame Lessard-Terrien, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Monsieur Zanetti-Jean-Lesage, Madame Labrie-Sherbrooke, Madame Gazal-Mercier, Monsieur Marissal-Rosemont, Madame Dorion-Tachereau, Monsieur Leduc-Hochelaga-Maisonneuve, Monsieur Fontessia-Laurier-Dorion, Monsieur Ouellette-René-Lévesque, Monsieur Lebel-Rimouski, Madame Richard-Duplessis, Madame Yvon-Joliette, Monsieur Godreau-Jonquière, Monsieur Roy-Bonaventure, Monsieur Arsenault-Île-de-la-Madeleine, Madame Perry-Melançon-Gaspé, Monsieur Ouellette-Chemédé, Madame Fournier, Marie-Victorin. Que les députés qui sont contre cette motion veuillent bien se lever. Y a-t-il des abstentions? Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote. Pour 114, contre aucune abstention. Alors, cette motion est adoptée à l'unanimité.
Maintenant, nous allons procéder avec Madame la députée de Marie-Victorin. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre de la Sécurité publique suppléante, la députée de Mille-Îles, la députée de Sherbrooke, la députée de Gaspé et le député de Chomédé, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale demande à l'ensemble de ses élus, ainsi qu'aux partis politiques et à leurs représentants, d'exercer une grande vigilance quant aux propos exprimés sur les pages de leurs différents réseaux sociaux, en y retirant les commentaires haineux pouvant s'y retrouver et en les rapportant aux autorités compétentes lorsque la situation le nécessite. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader du gouvernement? Il y a consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Madame la députée de Marie-Victorin? Oui, Madame la Présidente, j'aimerais qu'une copie de cette motion soit envoyée à chacune des permanences de partis politiques enregistrées au Québec. Ça sera fait. Merci, Madame la députée. Maintenant, nous sommes à la rubrique avis touchant les travaux des commissions. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, alors, Madame la Présidente, j'avise cette Assemblée que la Commission de l'économie et du travail poursuivra l'étude détaillée du projet de loi numéro 15, loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 13 h à la salle du Conseil législatif. La Commission des finances publiques poursuivra l'étude détaillée du projet de loi numéro 37, loi visant principalement à instituer un centre d'acquisition gouvernementale et infrastructures technologiques Québec, aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 13 h à la salle Louis-Joseph Papineau et de 15 à 18 h à la salle Pauline Marois. La Commission des institutions poursuivra l'étude des consultations particulières sur le projet de loi numéro 39, loi établissant un nouveau mode de scrutin, aujourd'hui après les affaires courantes pour une durée de 1h30 et de 15 à 18 h à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission de la culture et de l'éducation poursuivra l'étude détaillée du projet de loi numéro 40, loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et la gouvernance scolaire, aujourd'hui après les affaires courantes de 13 à 15 h, après les affaires courantes, jusqu'à 13 h et de 15 à 18 h à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission des transports et de l'environnement poursuivra les consultations particulières du projet de loi numéro 44, loi visant principalement à la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification, aujourd'hui après les affaires courantes pour une durée de 1h30 à la salle Pauline Marois. La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles entreprendra les consultations particulières du projet de loi numéro 48, loi visant principalement à contrôler le coût des taxes foncières agricoles et à simplifier l'accès au crédit de taxes foncières agricoles, aujourd'hui de 15 à 18h15 à la salle Louis-Joseph Papineau. Voilà, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a consentement pour déroger à l'article 143 du règlement concernant l'horaire des travaux de la commission de la Caperne? Il y a consentement. Fait. Maintenant, nous sommes à la rubrique renseignements sur les travaux de l'Assemblée. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Madame la Présidente. Alors, la rubrique renseignements sur les travaux de l'Assemblée, je vous réfère à l'article 22 de notre feuilleton, puisque, évidemment, les demandes de renseignements de travaux doivent être liées au feuilleton et préavis. Alors, l'article 22 de notre feuilleton concerne le projet de loi numéro 31. Projet de loi numéro 31, Madame la Présidente, est rendu à l'étape finale, l'étape de son adoption. Alors, pour ça, il doit être appelé ici, au Salon Bleu, pour que le débat se fasse, qu'on vote et qu'on adopte le projet de loi 31. Nous avons été avisés qu'aucun projet de loi ne sera appelé à cheminer en Chambre cette semaine. Aucun projet de loi ne sera appelé en Chambre cette semaine. Hier, mardi, aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, Salon Bleu ne travaillera pas. Oui, les commissions travaillent, mais le Salon Bleu ne travaillera pas après les affaires courantes, Madame la Présidente. On aurait pu appeler l'adoption finale du projet de loi 31 en Chambre, non seulement cette semaine, mais en décembre, le 3, 4, 5 et 6 décembre dernier. On ne l'a pas fait. Le 4 novembre dernier, la ministre de la Santé, parce que c'est un projet de loi qui touche aux pharmaciens, un projet de loi excessivement important pour lequel nous sommes d'accord et nous voulons son adoption. En novembre dernier, le 4 novembre dernier, la ministre de la Santé a dit, je la cite, « On espère qu'il va être adopté dans les meilleurs délais. Les pharmaciens, à ce moment, vont être capables de vacciner. Ça va aider beaucoup pour les gens qui ont des maladies chroniques. » Fin de la citation. Bien, pour faire avancer le Québec, Madame la Présidente, pour aider les gens, justement, qui ont des maladies chroniques,
On demande au gouvernement pourquoi n'appelle-t-il pas aujourd'hui, comme il aurait pu le faire dans les 4-5 derniers jours et comme il peut le faire toute cette semaine, ce projet de loi qui en est rendu à l'étape finale. Et finalement, Madame la Présidente, s'ils ne veulent pas avancer leur projet de loi, bien qu'ils avancent donc les projets de loi des députés d'intérêt public qui ont été déposés, notamment le projet de loi du collègue sur les cours de langue française. En ce sens-là, Madame la Présidente, on peut voir qu'à la perspective, les accusations tout à fait gratuites et non fondées du gouvernement à l'effet que nous bloquerions les travaux ne tiennent pas du tout la route, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le leader. Maintenant, Monsieur le leader du gouvernement, pour répondre à la question. Oui, merci, Madame la Présidente. On apprécie le commentaire du député de La Fontaine et son souci de faire avancer les travaux parlementaires. Alors, je comprends que lorsqu'il sera venu le temps d'appeler l'adoption finale du projet de loi 31, sa formation politique voudra l'adopter rapidement. J'en prends bonne note. Pour ce qui est du reste des travaux, présentement, vous savez que présentement, on va siéger à 5 commissions ce matin, Madame la Présidente, et le règlement m'interdit de faire siéger le Salon Bleu en même temps que 5 commissions parlementaires et je n'aurais osé demander le consentement à mon collègue de l'opposition officielle pour avoir 5 commissions et en plus faire siéger le Salon Bleu. Alors, Madame la Présidente, le projet de loi 31 sera appelé en temps et lieu. Merci, Monsieur le leader. Est-ce qu'il y a d'autres renseignements? Alors, la période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, alors, Madame la Présidente, alors pour la suite de nos travaux, je vous demanderai de suspendre nos travaux jusqu'à 15 heures cet après-midi. Donc, je suspends les travaux jusqu'à 15 heures.